Et nous voici arrivés à notre septième et dernière vidéo concernant notre cours sur les bases de données. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux sous-requêtes. Alors soyez bien attentifs, c'est peut-être la partie la plus délicate à comprendre. Les sous-requêtes, quelquefois, peuvent être difficiles à appréhender. N'hésitez pas à noter les questions que vous avez. Nous y répondrons au mieux des possibilités lorsque nous verrons en cours. Alors, petit rappel avant tout de la base de données que nous utilisons, une table AMP qui contient des employés. Chaque employé est défini de manière unique grâce au numéro d'employé qui correspond à la clé primaire. Chaque employé a également un numéro de département qui est une clé étrangère pointant sur la table DEPT où nous retrouvons en clé primaire ce numéro de département qui correspond à un nom de département dans lequel travaille un employé. Alors revenons aux sous-requêtes. Les sous-requêtes en fait vont nous permettre de répondre à un certain nombre de problèmes que nous ne pourrions pas répondre autrement. Par exemple, voici un premier problème. Qui a un salaire supérieur à celui de Jones? Dans notre cas, il va falloir que l'on trouve quel est le salaire de Monsieur Jones avant de pouvoir ensuite trouver quels sont les employés qui ont un salaire supérieur à celui-ci. On va donc créer une sous-requête qui va nous permettre de récupérer ce salaire de Jones. Puis, dans la requête principale, on s'intéressera à trouver l'employé qui a le salaire supérieur à ce salaire qu'on a récupéré dans la sous-requête. Alors comment est-ce qu'on va représenter ça? Eh bien, on va se baser sur ce type de représentation graphique ici, avec un arbre à droite qui va correspondre à la sous-requête, et l'arbre à gauche correspondra à la requête principale. Ici, le prédicat de sélection utilisé dans la sélection est le résultat d'une requête. Enfin, la sous-requête s'exécute avant la requête principale, alors on verra que cela peut se faire de manière unique ou éventuellement plusieurs fois, et le résultat de la sous-requête est utilisé dans la requête principale. En ce qui concerne l'exemple qui a un salaire supérieur à celui de Jones, dans ce cas-là, voici la sous-requête que nous allons faire, qui est grisée ici. À partir de la table AMP, on va faire une sélection sur la ligne dont le numéro d'employé correspond au 7566, autrement dit l'employé qui s'appelle Jones. Puis on ne va garder que son salaire. On fait une projection sur son salaire. Ce qui fait que on ne garde qu'une seule colonne, qu'une seule ligne. On a donc une seule valeur en retour. On va pouvoir donc comparer cette valeur en retour à notre salaire dans la requête principale. Dans ce cas, on exécute une seule fois la sous-requête, on récupère le 2975, puis on exécute la requête principale à l'aide du retour de la sous-requête. Il existe plusieurs types de sous-requêtes. On peut avoir des sous-requêtes qui ne renvoient qu'une seule valeur, telle qu'on l'a vu dans notre exemple. Elle renvoie une colonne et une seule ligne, donc une seule valeur. On peut avoir des sous-requêtes qui renvoient plusieurs valeurs, toujours une seule colonne, mais potentiellement plusieurs lignes. Donc là, on va devoir les traiter différemment. Et enfin, on peut avoir des sous-requêtes qui renvoient une relation, c'est-à-dire cette fois-ci plusieurs colonnes, et éventuellement une à plusieurs lignes. Et encore, ce sera traité différemment. Il y a également deux façons d'exécuter les sous-requêtes. Soit la sous-requête est exécutée une seule fois avant la requête principale. C'est le cas s'il y a une indépendance entre la sous-requête et la requête principale. Dans ce cas-là, il y a une seule exécution. Mais la sous-requête peut également être exécutée pour chaque ligne de la requête principale. Dans ce cas, on parle de requête synchronisée, ou corrélée, liée, imbriquée, avec la requête principale. En fait, cela se passe si il y a une dépendance entre la sous-requête et la requête principale. Et dans ce cas précis, il y a plusieurs exécutions de la sous-requête. En réalité, on va même exécuter une fois la sous-requête par ligne de la requête principale. On va développer tout ça. Alors voici avant tout quelques règles d'utilisation des sous-requêtes. Les sous-requêtes doivent toujours être placées à droite de l'opérateur de comparaison, c'est une obligation. L'utilisation d'un opérateur simple est obligatoire pour les sous-requêtes qui renvoient une seule ligne. On ne parle pas d'une seule colonne, on parle d'une seule ligne. Dans ce cas-là, on a des opérateurs de comparaison monovaleurs. Et on a également des opérateurs multivaleurs pour les sous-requêtes qui renvoient plusieurs lignes. Donc, pour le moment, on part du principe qu'on n'a toujours qu'une seule colonne en retour, et on verra après pour les requêtes qui renvoient plusieurs colonnes. En ce qui concerne les opérateurs de comparaison monovaleurs, bien, ce sont les opérateurs de comparaison classiques, égal, inférieur, supérieur ou égal, supérieur ou égal, ou différent. Dans notre cas ici,
On a des exemples. Les sous-requêtes vont renvoyer le nom du job de l'employé numéro 7369, une colonne, une ligne. Ou la deuxième sous-requête va renvoyer le salaire de l'employé numéro 7876, une colonne, une ligne également. Et on va pouvoir faire les comparaisons sur ces valeurs-là. Excusez-moi. Lorsqu'on utilise une fonction de groupe dans une sous-requête, ça sous-entend que souvent on n'aura qu'un seul résultat. Dans notre cas ici, je récupère le salaire minimum de la table employée. Donc, comme je n'ai pas créé de groupe, la relation complète est considérée comme étant le groupe, et donc je ne récupère qu'une seule valeur. Je peux donc faire la comparaison avec une comparaison mono-valeur classique. On peut également utiliser une sous-requête lorsque l'on fait une sélection de groupe. Par exemple ici, je veux récupérer le salaire minimum de chaque département, dont le salaire minimum est supérieur au salaire minimum du département 20. Donc, dans ce cas, on va à nouveau, en première étape, exécuter la sous-requête. En deuxième étape, utiliser le résultat dans la sélection de groupe de la requête principale. Vous notez bien ici qu'il s'agit d'une sélection de groupe. Ma requête secondaire, plutôt ma sous-requête, ici, va récupérer le salaire minimum du département numéro 20. Et dans ma requête principale, je vais faire un groupe par numéro de département et ne garder que les groupes dont le salaire minimum est supérieur au salaire minimum du département numéro 20, au salaire renvoyé par ma sous-requête. Et donc je peux utiliser tout à fait une sous-requête dans une sélection de groupe, aucun problème. En réalité, je peux utiliser une sous-requête dans une sélection de groupe, dans une sélection classique. Je peux même l'utiliser comme étant une relation d'une jointure. J'ai le droit de le faire également. Alors voici quelques erreurs courantes. Première erreur, si la sous-requête ne renvoie rien, elle fournit un null à la requête principale. Donc ici, votre sous-requête est censée trouver le job de l'employé qui s'appelle Smith avec un Y et un E. Il n'y a aucun employé qui s'appelle Smith avec un Y et un E, donc elle ne renvoie aucune ligne. Comme elle ne renvoie aucune ligne, le null est fourni lors de la résolution du prédicat job égal, et on n'a pas le droit de faire job égale null, donc ça veut dire que ça ne va rien me renvoyer, parce que j'ai pas le droit de faire job égale null, il faut que je fasse job is null. Ça peut être assez délicat de trouver les erreurs à ce niveau-là. Dans ce cas-là, je vous conseille d'exécuter la sous-requête, de regarder quel est le résultat, puis d'exécuter la requête principale. Et là, ça va vous permettre de débugger, de trouver d'où vient votre problème. Si la sous-requête renvoie plusieurs lignes, on ne peut pas utiliser les mêmes opérateurs de comparaison. Ici, par exemple, ma sous-requête me renvoie le salaire minimum par numéro de département, donc potentiellement 3 lignes. Je n'ai donc pas le droit de vérifier l'égalité directement. Je ne peux pas utiliser l'opérateur égal directement. Il va falloir que j'utilise un opérateur différent, puisque ma sous-requête renvoie plusieurs lignes, donc ce n'est pas possible. Donc je ne peux pas le faire. Et du coup, on en arrive naturellement aux sous-requêtes multivaleurs, c'est-à-dire comment est-ce que je traite le résultat d'une sous-requête qui me renvoie plusieurs lignes. Alors, les sous-requêtes multivaleurs, dans le cas des sous-requêtes multivaleurs, le résultat de la sous-requête contient plusieurs lignes, mais une seule colonne. On reste toujours à une colonne pour le moment. Dans ce cas, on va utiliser des opérateurs de comparaison qui travaillent sur plusieurs valeurs. Qu'est-ce qu'on a comme opérateur? Le in, le any ou le all. Alors je vais les développer parce que le in fonctionne différemment des deux autres. Alors les opérateurs de comparaison, voici comment on va les utiliser. Le in est considéré comme étant lui-même un opérateur de comparaison, ce qui veut dire qu'on met simplement le in et rien d'autre. Dans ce cas, le prédicat est un vrai si la valeur de l'attribut existe dans les valeurs renvoyées par la sous-requête. C'est-à-dire, si je dis, je dois avoir 2500 parmi 1500, 2500 et 3000, c'est exact si le 2500 apparaît dans la liste. Parlons maintenant du mot-clé all. Le mot-clé all se positionne après un opérateur de comparaison. Quels sont les opérateurs de comparaison que je peux mettre? Les opérateurs classiques. Inférieur, supérieur, différent, égal, inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. En réalité, donc, je vais préciser comment ils vont fonctionner par rapport à un ensemble de lignes. J'utilise toujours les mêmes opérateurs, mais en plus, je suis censé
je vais préciser comment est-ce qu'ils vont traiter les différents résultats, puisqu'il n'y en a pas qu'un seul. Lorsque j'utilise le mot-clé all après mon opérateur de comparaison, le prédicat va être à vrai s'il est vrai pour chacune des valeurs renvoyées par la sous-requête. C'est-à-dire que si je veux qu'il soit supérieur à tous les résultats, eh bien ma valeur devra être supérieure au premier, supérieure au deuxième, supérieure au troisième, etc. L'opérateur any fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'on utilise toujours un opérateur de comparaison avec l'opérateur any. Et ce coup-ci, le prédicat est vrai s'il est vrai pour au moins une des valeurs renvoyées par la sous-requête. Donc si je dis qu'il doit être supérieur à au moins une des valeurs présentes dans ma sous-requête, ça veut dire qu'il doit être soit supérieur au premier, soit supérieur au deuxième, soit supérieur au troisième, soit supérieur au quatrième. Du moment qu'il est supérieur à l'un des résultats, le prédicat est évalué à vrai. Voici un exemple d'utilisation de l'opérateur any. Dans ma sous-requête, je vais récupérer les salaires de tous les employés dont le job est clerc, ce qui va m'en renvoyer 4, mettons ici, 800, 950, 1100 et 1300. Et dans ma requête principale, je vais regarder si mon employé a un job différent de clerc et si son salaire est inférieur à au moins un des salaires précédemment récupérés. Donc ici, en fait, on est en train de récupérer celui qui touche moins que le plus gros salaire de tous les clercs. Puisque dans notre cas, il sera forcément inférieur, s'il est inférieur à 1300, bah, il sera forcément inférieur à au moins un des éléments. Donc du coup, on va vérifier le maximum. Ce qui veut dire qu'on aurait pu remplacer, dans notre sous-requête, on aurait pu mettre un max de salles, et dans notre requête principale, on aurait pu mettre simplement un inférieur. Le but du jeu était ici de montrer comment est-ce qu'on utilise le mot-clé any. Le mot-clé all. Le mot-clé all fonctionne de la même manière. Mettons que dans ma sous-requête, j'ai récupéré la moyenne des salaires par numéro de département. Donc j'en récupère 3, 2916, 2175 et 1566. Dans ma requête principale, je veux récupérer tous les employés dont le salaire est supérieur à l'ensemble des résultats. Autrement dit, supérieur au maximum, supérieur au plus grand. Parce que s'il est supérieur à 1566, mais inférieur à 2175, ça ne passera pas. S'il est supérieur à 2175, mais inférieur à 2916, ça ne passera pas. Donc il faut qu'il soit forcément supérieur à 2916. S'il est supérieur à 2916, il est forcément supérieur à 2175 et à 1566. Ici, je répète, il doit être supérieur à l'ensemble des valeurs. Parlons maintenant des sous-requêtes tabulaires qui renvoient une relation. Dans ce cas, cela sous-entend qu'on va travailler avec une sous-requête qui nous renvoie plusieurs colonnes. Et dans la requête principale, on va devoir traiter cette sous-requête, on va devoir traiter les différentes colonnes pour vérifier l'appartenance. Typiquement, ici, si je veux regarder si manager 10 apparaît bien dans la sous-requête, il va falloir que je précise que je veux regarder à la fois le manager et à la fois le 10. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais bien l'écrire comme cela. Alors, dans cet exemple, je veux récupérer les noms, numéros de département, salaire et commission des employés dont le salaire et la commission correspondent à la fois au salaire et aux commissions des employés du département 30. Je vais donc récupérer dans ma sous-requête le salaire et la commission du département 30. Et dans ma requête principale, je vais regarder si le salaire ainsi que la commission, donc là je les mets bien entre parenthèses et je les sépare par des virgules, l'association du salaire et de la commission se trouve bien à l'intérieur de, si je trouve bien une ligne qui correspond avec le salaire et la commission en question. Alors faites attention, ici on doit avoir une équivalence de domaine, c'est-à-dire qu'il faut forcément que la première colonne que je mets à gauche de mon opérateur corresponde à la première colonne de ma sous-requête, et la deuxième colonne que je mets doit correspondre à la deuxième colonne de ma sous-requête, et ainsi de suite. Il y a une équivalence stricte qu'il faut respecter ici dans l'ordre des attributs. Lorsque l'on fait une comparaison à ce niveau-là, on va faire une comparaison. Alors ce schéma est assez mal fait, mais en gros il y a deux façons de faire. Soit on compare ligne par ligne, c'est-à-dire est-ce que 1600 et 300 existent, est-ce que 1250 et 500 existent, est-ce que 1250 et 1400 existent.
Soit on va calculer de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on va regarder d'abord le salaire, puis on va regarder la commission. Alors, je vous explique la différence. Alors, ce qu'on a vu en dépendant, c'est ce qu'on a vu en fait dans le transparent précédent. C'est une comparaison ligne à ligne. Comparaison indépendante, en fait, on prend un élément de chaque colonne pour faire une ligne qui convient. Ça revient à faire un produit cartésien. Alors, je vous explique ça. Si on a une comparaison dépendante, c'est exactement ce que je vous ai montré jusque-là. On regarde si le salaire et la commission, donc par exemple 1500 et 300, se trouvent une correspondance exacte dans la sous-requête. L'autre possibilité, c'est d'écrire de manière indépendante, c'est-à-dire avec deux sous-requêtes. On regarde d'abord le salaire, puis on regarde la sous-requête, la commission. Dans ce cas, par contre, on n'obtient pas les mêmes résultats, parce que dans un cas, on a vérifié l'association des deux valeurs. Dans un autre cas, on vérifie les valeurs de manière indépendante et on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Ici, par exemple, je veux récupérer à l'intérieur du département numéro 30 quels sont les gens qui ont un salaire et une commission équivalente à cela. Typiquement, ici, je vais chercher à trouver quelqu'un qui a un salaire à 950 avec une com à 0, quelqu'un qui a un salaire à 1250 avec une com à 500, et ainsi de suite. Alors que de l'autre côté, je ne vais pas faire la même chose. De l'autre côté, je vais d'abord trouver est-ce que le salaire correspond à 950? Ah bah oui. Et après, je vais regarder est-ce que la commission correspond à une autre commission. Donc potentiellement, au lieu de faire une association entre 1250 et 500, je vais faire une association entre 1250 et 1400, ce qui ne correspond pas du tout. Donc on a deux façons de raisonner différentes qui s'écrivent forcément de deux façons différentes. Lorsqu'on fait une sous-requête, on peut également affecter le retour de cette sous-requête lors d'une jointure, et c'est ce qui est écrit ici. Vous en avez l'habitude, vous l'avez déjà fait, mais potentiellement vous pouvez tout à fait le faire avec par exemple un groupe. Ici, j'ai récupéré la moyenne des salaires par numéro de département, ce qui me permet, grâce à cette requête complète, de récupérer des informations sur tous les employés qui gagnent plus que le salaire moyen dans leur département. Vous noterez d'ailleurs que j'ai nommé le retour AVG salle, je l'ai appelé salle AVG, ce qui me permet de réutiliser cette colonne dans ma sélection classique que j'ai faite après avoir jointé mes deux valeurs, mes deux tables, mes deux relations. Parlons maintenant des sous-requêtes synchronisées avec la requête principale. Alors ici, ça peut nous donner un peu mal à la tête, il va falloir réfléchir un petit peu à comment on va faire. L'idée c'est qu'on va évaluer la sous-requête pour chaque ligne traitée par la requête principale. Dans ce cas, la sous-requête fait référence à un attribut de la relation de la requête principale. Alors voyons un exemple, voyons plutôt comment est-ce qu'on l'écrit. Dans la requête principale, j'ai une relation que j'ai appelée maître. Dans la sous-requête, j'ai une relation que j'ai appelée détail. Ce que je vois ici, c'est que la relation maître, on a une référence à un attribut de la relation maître à l'intérieur de notre sous-requête. Ce qui fait que dans ce cas-là, on est obligé de traiter la requête principale d'abord et d'effectuer la sous-requête pour chaque ligne de la requête principale. C'est-à-dire que je vais d'abord tester, est-ce que l'attribut, lorsque je prends dans la relation maître la première ligne, du coup, est-ce que la valeur de cet attribut correspond à la valeur de l'attribut du détail, etc. Voici un exemple. On voudrait donner la liste des employés qui ont le même salaire, mais sans prendre en compte soi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de comparer M. Ward avec M. Ward. Ça n'a aucun intérêt. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que dans ma sous-requête, je vais récupérer tous les employés qui sont différents de l'employé qui est en cours de traitement dans la requête principale. Ma requête principale, je l'ai appelée amp.e. Du coup, je fais référence à e.ampno dans ma requête secondaire. Et vous notez ici, très important, que la flèche est bien présente pour voir tout de suite la relation qui existe entre les deux requêtes. On voit tout de suite qu'elles sont synchronisées. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que je vais prendre toutes les lignes d'employés. Pour la première ligne d'employés, je vais regarder, je vais exécuter ma requête secondaire, donc je vais prendre ma sous-requête, je veux dire. Donc je vais prendre tous les employés dont le numéro de département est différent de l'employé que je suis en train de regarder dans ma requête principale. Je vais récupérer les salaires et je vais regarder si bien les autres employés ont un salaire qui correspond. Donc c'est
beaucoup plus coûteux en termes d'exécution, mais ça nous permet de récupérer les employés qui ont le même salaire sans prendre en compte les répétitions de lui-même. Parlons maintenant de l'opérateur exist. On a presque fini notre cours. L'opérateur exist permet de construire un prédicat évalué à vrai si la sous-requête renvoie au moins une ligne. Donc, vous notez dans la représentation graphique ici, j'ai exist ou not exist, mais vous noterez que je n'ai pas de composante à gauche du mot-clé exist. L'évaluation et le prédicat est vrai si la sous-requête a renvoyé au moins une ligne. Une ligne à 20 millions, à l'infini en réalité. S'il ne renvoie aucune ligne, exist est à faux. Par exemple, je veux trouver les départements dans lesquels personne ne travaille. Je vais donc je vais partir dans ma requête principale de tous les départements. Dans ma requête secondaire, je vais partir de employés et je vais regarder est-ce que dans le département que je suis en train de traiter dans ma requête principale, j'ai des employés. D'accord ? Je vais retourner dans ma sous-requête, je vais récupérer les employés qui travaillent dans le numéro de département que je suis en train de traiter dans ma relation, dans ma requête principale. Si j'en ai au moins un, le not exist est à faux. Si je n'en ai aucun, le not exist est à vrai. Ça me renvoie le numéro de département 40. On n'est pas obligé ici de faire une projection parce que le nombre de colonnes n'a pas d'importance. On ne regarde cet opérateur exist ne regarde absolument pas le nombre de colonnes. Ce qui l'intéresse, c'est le nombre de lignes. En réalité, il fait un count. Et si ce count est égal à 0, le exist est évalué à faux. Si le count est supérieur à 0, il est évalué à vrai. Voici maintenant quelques équivalences qui seront utiles. Si je souhaite trouver les départements dans lesquels personne n'y travaille, eh bien, j'ai le not exist tel que je l'avais écrit précédemment. Mais en réalité, je peux aussi faire un moins. Les deux fonctionnent. Dans ce cas, le moins est plus simple à écrire, bien entendu, et en plus, il est moins coûteux. Mais il faut savoir qu'il y a une équivalence à ce niveau-là. Au niveau des équivalences, il y en a également d'autres. Vous l'aviez vu, on a parlé tout à l'heure des opérateurs any, all, et des opérateurs in et not in. L'opérateur not in, pardon, on va commencer par l'opérateur in. L'opérateur in est strictement équivalent à l'opérateur égal any, puisque l'opérateur in est évalué à vrai si la valeur qui se trouve à gauche se trouve à l'intérieur du résultat de ma sous-requête. Autrement dit, si on a une égalité, au moins une égalité. Le not in a une équivalence sur différents de all. Not in. Ce qui veut dire que je ne suis pas à l'intérieur du retour si je suis différent de l'intégralité des valeurs qui sont dedans. Voici donc d'autres équivalences. Notre cours s'achève ici. Je vous remercie d'avoir suivi les 7 vidéos. J'espère qu'elles ont été suffisamment claires. Encore une fois, on va essayer d'éclaircir tout ça lors des cours. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser lors des cours. Et puis, j'espère vraiment que même si je n'ai que peu d'expérience dans l'enregistrement de vidéos, cela n'a pas été trop pénible à suivre. Je vous remercie en tout cas.